Nous avons tous entendu parler du glamour du vieux Hollywood. Mais personne ne parle de ce qui se passait en dehors des caméras. Certaines des actrices les plus célèbres que nous admirons encore aujourd'hui ont été victimes de choses que nous ne souhaiterions à personne. Abusées par des producteurs, réduites au silence par des contrats, jetées quand elles osaient parler. Ce n'était pas seulement de l'exploitation. C'était de la cruauté enveloppée de sourires sur le tapis rouge. Ce que vous allez entendre n'est pas facile, mais c'est réel. Et il est temps que nous racontions enfin leur version de l'histoire. La malédiction de The Misfits. Aucun film n'a été plus hanté par ses conséquences que le drame de 1961 réalisé par John Huston, The Misfits, écrit par Arthur Miller pour Marilyn Monroe. Tourné sous le soleil accablant du Nevada, la production exigeait des horaires exténuants. Le casting et l'équipe ont enduré des après-midi à 110 degrés, des tempêtes de poussière qui immobilisaient les équipements, et des périodes de 2 semaines sans jours complets de repos. Pourtant, le vrai tourment est venu après. Clark Gable, le roi de Hollywood, a exécuté ses propres cascades, maîtrisant des Mustangs sauvages et sautant depuis des rives poussiéreuses, jusqu'à ce qu'une forte crise cardiaque l'abatte le 16 novembre 1960, quelques jours seulement après avoir terminé le tournage principal. Il avait 59 ans. 2 ans plus tard, Monroe, déjà aux prises avec la dépression, l'insomnie et une dépendance au barbiturique, s'est effondré dans sa maison de Brentwood le 5 août 1962. Officiellement considéré comme un probable suicide par overdose, sa mort à 36 ans reste entourée de conspirations, allant de prétendus liens avec la mafia à des intrigues liées à JFK. Puis vint Montgomery Clift, dont la santé physique était fragile après un accident de voiture en 1956 qui l'avait rendu dépendant aux analgésiques. En 1966, le poids émotionnel de The Misfits et l'aggravation de ses dépendances ont conduit à sa crise cardiaque fatale à 45 ans. En seulement 5 ans, 3 des plus grandes icônes du cinéma avaient disparu, toutes liées au même film. Des rumeurs d'une malédiction surnaturelle se sont répandues parmi les membres de la distribution. La costumière Adrienne Murphy a affirmé avoir trouvé les costumes abandonnés de Monroe tachés de sang inexplicable. Le cascadeur de Gable a juré avoir entendu la voix de Monroe appeler depuis une caravane vide la nuit. Alors que les sceptiques parlent de coïncidence, le regroupement de ces fins tragiques a cimenté The Misfits comme la production la plus hantée d'Hollywood. Un film où la vie a imité l'horreur, laissant un héritage aussi sombre que les sables du désert où il a été tourné. La germophobie de Howard Hughes. Peu de magnates ont égalé les exploits publics de Howard Hughes, jusqu'à voir sa descente privée dans des rituels obsessionnels. Au début des années 1930, Hughes était déjà le cinéaste le plus riche du monde, investissant 4 millions de dollars dans des combats aériens pour Hells Angels, soit plus de 75 millions de dollars actuels, et faisant la une des journaux pour de véritables crashs qui ont tué plusieurs pilotes. Pourtant, ce sont ces dernières années qui ont révélé une obsession encore plus étrange, une germophobie paralysante qui a transformé le milliardaire en une légende urbaine vivante. À la fin des années 1940, des collègues ont remarqué que Hughes refusait de serrer la main, présentant plutôt des dizaines de mouchoirs pour attraper la poignée de main et éviter le contact avec la peau. Dans les années 1950, il en est venu à porter des boîtes de mouchoirs sur ses chaussures et à refuser de toucher les poignées de porte, exigeant que le personnel enveloppe chaque poignée dans du plastique. Sa suite Penthouse au Desert Inn à Las Vegas est devenue une chambre scellée. Pas d'air extérieur, rideaux tirés en permanence, repas passés par une trappe pour éviter le contact humain. Le secrétaire de Hughes a rapporté qu'il passait des semaines sans se laver, convaincu que l'eau savonneuse contenait des agents pathogènes mortels. Les employés livraient des mémos, jusqu'à 3000 par mois, plutôt que de parler en personne. Malgré cet isolement, Hughes réussissait encore à gérer TWA, acquérant des casinos et dirigeant son empire via des ordres manuscrits. Il a même conçu un soutien-gorge pour Jane Russell dans The Outlaw, utilisant un marketing provocateur pour défier les censeurs, preuve que son esprit restait vif malgré son déclin ritualiste. Lorsqu'il est mort, le 5 avril 1976, pesant seulement 41 kg et méconnaissable sous des cheveux et des ongles emmêlés, le monde a vu l'acte final d'un homme consumé par la peur de la contamination. Ses innovations dans la cinématographie aérienne et le financement de films perdurent, mais la légende de la germophobie de Hughes reste comme une note de bas de page bizarre, un rappel que même les plus puissants peuvent être défaits par les forces invisibles de l'obsession. La tragédie du panneau Hollywood de Peg and Twistle. Un mince,
La figure perchée au sommet du H de 50 pieds du panneau Hollywoodland deviendrait le fantôme le plus durable de Tinseltown. Peg Entwistle, né en février 1908 au pays de Galles et élevé dans l'Ohio, avait ébloui le public de Broadway à l'âge de 23 ans, avant de chercher une carrière cinématographique à Los Angeles. Après un unique rôle non crédité dans The Happy Ending, elle a rejoint RKO et obtenu un petit rôle dans le thriller psychologique 13 Women. Pourtant, la Grande Dépression a étranglé les opportunités. Le maigre salaire d'Entwistle, 75 $ par semaine, a diminué alors que RKO réduisait les budgets et mettait des projets de côté. Désespérée, elle a emménagé dans un bungalow délabré à Laurel Canyon. Le matin du 16 septembre 1932, des témoins l'ont vu se diriger vers la base du panneau Hollywoodland. 2 jours plus tard, le 18 septembre, elle a grimpé l'échelle jusqu'à la plateforme H, laissant une note griffonnée sur du papier à lettres de la maison de son oncle. « J'ai peur. Je suis lâche. Je suis désolé pour tout. Si j'avais fait cela il y a longtemps, cela aurait épargné beaucoup de douleur. » En bas, son corps a été découvert par le randonneur William Hickman. Sa robe blanche, tachée de sang. Le verdict du coroner. Suicide par chute. Les gros titres des journaux ont sensationnalisé la tragédie, la qualifiant de premier suicide de l'écran d'argent à Hollywood. Des rumeurs ont circulé sur son fantôme hantant le panneau à minuit, les gardiens rapportant des lumières vacillantes et des pas fantômes lors de nuits brumeuses. Des décennies plus tard, le projet de restauration du panneau en 1978 a déterré des fragments des lettres d'Entwistle dans la terre autour du H. Aujourd'hui, son histoire perdure comme un sombre emblème des promesses non tenues de Tinseltown, preuve que sous la magie des enseignes se cache un désespoir assez puissant pour réclamer une vie à des hauteurs vertigineuses. Chasse aux sorcières de la liste noire de Fatty Arbuckle. Imaginez passer du comédien le mieux payé d'Hollywood à un paria du jour au lendemain. Roscoe Fatty Arbuckle a vécu ce cauchemar en 1921. À l'âge de 35 ans, Arbuckle gagnait 1 000 $ par semaine et réalisait des films pour Paramount. Lors du week-end de la fête du travail, le 5 septembre 1921, il a organisé une somptueuse fête dans la chambre 1219 de l'hôtel St. Francis de San Francisco. L'actrice Virginia Rappe est tombée malade après avoir assisté et est décédée 4 jours plus tard de péritonite. Des gros titres sensationnels ont crié « La bête d'Hollywood tue une starlette » et Arbuckle a été arrêté pour homicide involontaire. Sa caution a été fixée à 50 000 $, une somme que son coéquipier Buster Keaton a aidé à payer. Le premier procès en novembre s'est terminé par un jury suspendu après 8 jours de témoignage. Le second, en décembre, s'est aussi retrouvé dans l'impasse. En mars 1922, un troisième jury délibéra seulement 6 minutes avant d'acquitter Arbuckle et de présenter des excuses rares. Nous estimons qu'une grande injustice a été faite à cet homme. Pourtant, l'opinion publique avait déjà changé. Les studios l'ont abandonné. Les cinémas ont refusé ses films. Pour apaiser les groupes civiques indignés, la Motion Picture Producers and Distributors of America, nouvellement formée, a imposé le Code Hayes, un système strict de censure morale qui a gouverné le contenu pendant des décennies. Le nom d'Arbuckle a été effacé des génériques, son visage supprimé des photos promotionnelles, et il a été effectivement mis sur liste noire. En exil, Arbuckle travaillait sous le pseudonyme de William Goodrich, réalisant des comédies en 2 bobines pour Educational Pictures. Bien qu'il gagnât un salaire régulier, jusqu'à 500 $ par semaine, il ne retrouva jamais son statut de star. En 1933, Warner Brothers lui offrit un contrat sous son propre nom, seulement pour qu'Arbuckle meure d'une crise cardiaque chez lui à l'âge de 46 ans, juste quelques heures après avoir signé. Sa mort, le 29 juin 1933, a fermé un chapitre tragique. Un homme acquitté par la loi, mais condamné par la peur du public. La saga Arbuckle n'a pas seulement détruit une carrière, elle a engendré l'appareil de surveillance morale d'Hollywood. Aujourd'hui, les historiens du cinéma le considèrent à la fois comme une victime de la frénésie médiatique et comme un avertissement sur la fragilité de la célébrité. Preuve que dans le jeune Hollywood, un seul scandale pouvait éclipser des années de rire. L'anneau hanté de Rudolph Valentino. Lorsque Rudolph Valentino s'effondra à l'hôtel Ambassador de New York le 15 août 1926, peu de gens prévoyaient la frénésie que son décès provoquerait.
ni les légendes qu'elle, naissance à Hollywood. Né Rodolfo Guglielmi en 1895, il a émigré en Amérique en 1913, payant ses dus comme garçon de restaurant avant de danser dans le grand succès de 1921, Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, qui a rapporté 4 millions de dollars sur le plan national. Par 1922, dans Blood and Sand, Valentino était le premier Latin lover d'Hollywood, gagnant 3 500 dollars par semaine. Pourtant, à 31 ans, un ulcère perforé a conduit à une chirurgie d'urgence et à une péritonite mortelle 2 jours plus tard. La nouvelle de sa mort, le 23 août 1926, a déclenché un deuil public sans précédent. Le New York Times a rapporté que 100 000 personnes en deuil se sont alignées sur la 5e avenue, tandis que la police luttait pour contrôler les foules réclamant des mèches de ses cheveux. Ses funérailles à l'église de la Transfiguration ont vu tant de fleurs qu'elles remplissaient les allées du sol au plafond. Au milieu du deuil, des murmures ont émergé au sujet d'une bague hantée que Valentino avait achetée dans un bazar égyptien en 1923, prétendument maudite par un prêtre du temple. Prétendument, chaque propriétaire de la bague a connu une fin tragique. Le bijoutier qui l'a vendue est mort dans un accident de voiture. Un riche collectionneur a succombé à une crise cardiaque fatale, et Valentino lui-même est décédé dans des circonstances mystérieuses. Bien que réfuté par les sceptiques, le récit s'est amplifié. Des visiteurs du mausolée de Valentino au cimetière Hollywood Forever ont affirmé ressentir un frisson près de son caveau, tandis qu'une femme en noir pleurait soi-disant à sa tombe chaque anniversaire. Au-delà de la superstition, la mort de Valentino a révélé la culture naissante des fans à Hollywood. Les studios se sont précipités pour sortir des biographies non autorisées, et les cinémas ont organisé des projections de ses films à minuit en guise d'hommage. Son héritage perdure dans le silence restauré, comme le Sheik, et dans les études modernes sur le culte des stars. Bien que le mythe de la bague maudite provienne probablement de journaux sensationnalistes, il souligne comment l'image romantique de Valentino a transcendé l'écran, devenant légende. Un siècle plus tard, ces films scintillent encore dans les cinémas de répertoire, et l'histoire de la bague hantée nous rappelle que, dans le vieux Hollywood, même le glamour pouvait projeter une ombre surnaturelle. La mort suspecte de George Reeves. Superman était peut-être invincible à l'écran, mais George Reeves s'est avéré mortel, d'une manière qui divise encore l'opinion. Né en 1914 à Woolstock, Iowa, Reeves a construit son CV avec de petits rôles dans Gone with the Wind et From Here to Eternity, avant de jouer dans Adventures of Superman de 1952 à 1958. À son apogée, Reeves gagnait 4 000 $ par épisode et était un nom connu de tous. Pourtant, en juin 1959, sa carrière s'était arrêtée. Catalogué et frustré, Reeves prit une pause dans sa carrière d'acteur. La nuit du 16 juin 1959, Reeves a organisé une fête dans sa maison de Benedict Canyon, à laquelle ont participé sa fiancée, Leonore Bobby Lemon, et quelques amis. Des témoins ont rapporté une dispute, après quoi Reeves s'est retiré dans sa chambre. Peu de temps après, un coup de feu a retenti. La police a trouvé Reeves affaissé sur un pistolet Luger, sans aucun signe d'effraction ou de lutte. Le coroner a conclu à un suicide, citant les motifs des éclaboussures de sang et une brûlure de poudre sur sa tempe. Mais des doutes persistaient. Aucun mot de suicide n'a émergé. Les déclarations contradictoires de Lemon ont soulevé des questions, et le testament de Reeves l'a nommé comme seul bénéficiaire. Les théories du complot ont prospéré. Certains désignaient Eddie Mannix, un cadre de MGM supposément lié à la mafia, comme l'instigateur d'un meurtre pour faire taire la prétendue liaison de Reeves avec la femme de Mannix, Tony. D'autres accusèrent Lemon d'une décharge accidentelle lors d'une querelle amoureuse. Un détective privé engagé par la famille Reeves a découvert des incohérences dans le rapport de la police de Los Angeles, mais des dossiers clés ont disparu avant le procès. Des décennies plus tard, en 2016, la police de Los Angeles rouvrit l'affaire comme suspecte, bien qu'aucune nouvelle preuve n'ait conduit à des accusations. La mort de Reeves révéla l'envers du décor d'Hollywood, où les cadres des studios exerçaient un pouvoir en coulisses, et où les secrets personnels pouvaient s'avérer mortels. Ces funérailles ont attiré des milliers de personnes, et la série télévisée s'est terminée brusquement, remplacée par des rediffusions. Les biographes modernes décrivent Reeves comme une figure tragique, l'homme qui a donné vie à Superman à la télévision pour voir sa propre vie écourtée sous un nuage de suspicion. Que ce soit un suicide, un accident ou un meurtre,
Le décès de George Reeves reste l'un des les mystères les plus troublants et non résolus d'Hollywood. Le mystère du monoxyde de carbone de Thelma Todd. Un matin frais de décembre 1935, le corps sans vie de Thelma Todd a été découvert dans sa voiture, garée dans le double garage de sa maison à Beechwood Canyon. Et avec cela est venu l'un des énigmes les plus durables d'Hollywood. Né en 1916 à Lawrence, Massachusetts, Todd a acquis une notoriété en tant que faire-valoir comique dans les courts-métrages de Hal Roach et a co-vedette avec Clark Gable dans Red Dust, gagnant jusqu'à $5,000 par semaine. Elle possédait 2 cafés, Thelma Todd Sidewalk Café et Thelma Todd's Rib Joint, fréquentés par les célébrités. À 1h de l'après-midi, le 16 décembre 1935, le voisin Roland West a trouvé son corps affaissé derrière le volant de sa Plymouth coupé marron. Un seul tuyau d'échappement s'étendait du pot à la fenêtre côté conducteur. Le coroner a conclu à un empoisonnement accidentel au monoxyde de carbone. Pourtant, le certificat de décès de Todd n'indiquait aucune preuve de suicide ou de jeu déloyal. Les journaux ont spéculé de manière effrénée. Implication de la mafia, intrigues amoureuses, et même un meurtre pour faire taire les rumeurs selon lesquelles Todd projetait de quitter West. Les enquêteurs ont noté des étrangetés. La porte de garage de Todd était fermée. Pourtant, il n'y avait aucun signe d'effraction. La déclaration initiale de West contredisait les témoignages sur une lutte. Certains ont affirmé que l'appel final de Todd à son ami Zasu Pitts avait un ton agité. Des détectives privés ont été engagés par sa sœur, mais leurs rapports ont disparu. Pendant ce temps, le nom du gangster Lucky Luciano a émergé dans les rumeurs. Todd avait dîné avec des figures du milieu quelques jours avant sa mort. Malgré de multiples enquêtes et réexamens par le coroner en 1936 et 1948, aucune conclusion définitive n'a émergé. La ville de Los Angeles a finalement scellé les dossiers de l'affaire. Les 2 cafés de Todd ont fermé, et ses cendres ont été dispersées en mer, selon les souhaits de sa mère. Aujourd'hui, les fans visitent le site d'Overlook Mountain Drive, laissant des fleurs et des notes. La fin soudaine de Thelma Todd, prise entre le rire et la fumée, reste une note de bas de page obsédante dans le folklore hollywoodien, preuve que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre dans des circonstances obscures. Le scandale de la fille secrète de Loretta Young. En 1935, l'actrice oscarisée Loretta Young a affronté le rôle le plus dévastateur de sa vie. Cacher l'existence de sa fille nouveau-née au monde. Née Gretchen Young en 1913, elle a signé avec Columbia Pictures à l'âge de 13 ans, gagnant $200 par semaine. En 1937, Young était devenue l'une des plus grandes stars de MGM, connue pour son image saine et ses films, comme The Farmer's Daughter, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Et pourtant, pendant la production de 1935 de The Call of the Wild, Young et son co-star Clark Gable ont commencé une liaison. Young est tombée enceinte et, craignant un scandale dans le climat strictement moral imposé par le Code Hayes, elle a arrangé une adoption discrète. Le 6 novembre 1935, elle a donné naissance à une fille, Judith Lewis, à l'hôpital Saint-Vincent de Los Angeles. Le mari de Young, Tom Lewis, a été amené à croire que l'enfant était une nièce. Pendant des années, Judith a été élevée dans un orphelinat, puis dans la maison de Young, jouant avec ses frères et sœurs sous le nom de cousine Judy. Young fournissait $500 par mois pour l'entretien de sa fille, mais elle ne l'a jamais reconnue publiquement. Les chroniques de potins hollywoodiens spéculaient sur le secret de Young, mais la vérité est restée enfouie. En 1966, Judith Lewis, alors actrice à succès elle-même, a découvert ses origines dans les fichiers du studio. Young a refusé de confirmer jusqu'en 1972, lorsqu'elle a officiellement adopté Judith à l'âge de 36 ans, révélant le secret lors d'un déjeuner des Oscars. La réunion émotive a fait les gros titres dans le monde entier. Plus tard, Judith a raconté que Young avait caché son identité pour protéger leur carrière. Elle voulait que j'aie une vie normale, a dit Judith. La chorégraphie soignée de mensonges et de manœuvres légales de Young, les certificats de naissance modifiés, les papiers de tutelle rédigés, ont révélé jusqu'où les stars allaient pour préserver leur image. Aujourd'hui, le scandale est étudié comme un exemple précoce de la gestion impitoyable de l'image par Hollywood. La maternité cachée de Loretta Young nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes peuvent abriter des secrets sombres derrière l'éclat de l'écran argenté. La torpille à saut de fréquence de Hedy Lamarr. Alors que les spectateurs s'émerveillaient de sa beauté à l'écran,
Hedy Lamarr orchestrait secrètement l'une des percées technologiques les plus importantes du XXe siècle. Nestor Hedwig Kiesler à Vienne en 1914. Lamarr a fui l'Europe en 1937 et a signé un contrat avec MGM, gagnant jusqu'à $200 000 par film. Pourtant, c'est son ingéniosité en temps de guerre. En co-inventant un système à étalement de spectre avec le compositeur George Antheil en 1942, qui laisserait un héritage durable. Le brevet américain numéro 2, 1 292 387 du duo, accordé le 11 août 1942, décrivait un mécanisme pour empêcher le brouillage des torpilles radiocommandées. En utilisant 88 changements de fréquence synchronisés, reflétant les rouleaux de piano automatique d'Antheil, le système sautait entre les canaux à des intervalles prédéterminés, rendant l'interception par l'ennemi presque impossible. Bien que la marine des États-Unis l'ait rejeté à l'époque, le brevet a expiré en 1959, et dans les années 1960, la communication à spectre étalé a ressuscité leur idée. Aujourd'hui, le Wi-Fi, Bluetooth et GPS reposent tous sur les principes du saut de fréquence. À l'écran, les performances de Lamarr dans Algier et Samson et Dalila l'ont montré comme l'une des plus grandes stars de Hollywood, rapportant plus d'1 million de dollars par semaine à l'apogée de sa popularité. Hors écran, elle a conçu des inventions allant de feux de circulation améliorés à une tablette qui se dissolvait dans l'eau. Pourtant, elle n'a reçu que peu de reconnaissance jusqu'à la fin de sa vie. En 1997, elle et Antheil ont reçu le Pioneer Award de l'Electronic Frontier Foundation. En 2014, Lamarr a été intronisé au National Inventors Hall of Fame. La double héritage de Lamarr, glamour et génie, défiait les stéréotypes. Elle a dit un jour, « N'importe quelle fille peut être glamour. Il suffit de rester immobile et d'avoir l'air stupide. » Au lieu de cela, elle est restée immobile et a pensé, transformant la technologie de guerre et, sans le vouloir, l'ère numérique. Lorsqu'elle est morte en 2000 à l'âge de 85 ans, sa nécrologie dans le New York Times a mis en avant à la fois sa carrière cinématographique et ses contributions scientifiques. L'histoire de Hedy Lamarr nous rappelle que dans le vieux Hollywood, les visages les plus brillants pouvaient cacher les esprits les plus aiguisés. Premier microphone perche à partir d'un manche à balai. Lorsque le son est arrivé à Hollywood, le manche à balai d'un réalisateur frustré est devenu le héros improbable d'une révolution de production. En 1928, William A. Wellman tournait Beggars of Life chez Paramount, avec Louise Brooks. La technologie sonore primitive obligeait les microphones à rester statiques, limitant les acteurs et les caméras. Wellman s'est disputé vivement avec l'ingénieur du son Vernon Hunter, qui insistait pour que les micros restent en place. Exaspéré, Wellman a pris un manche à balai, y a fixé un microphone avec du ruban adhésif et l'a déplacé au-dessus de Brooks pendant qu'elle livrait son dialogue, capturant clairement sa voix sans la perche encombrante stationnaire. La solution low-tech a sauvé le tournage et a enchanté les dirigeants. Le public a loué l'audionnette du film, et Brooks a par la suite attribué au balai magique le mérite de rendre la transition vers le parlant supportable. Paramount a immédiatement adopté les perches de boom comme équipement standard, commandant des perches en aluminium sur mesure dès 1930. En l'espace de 2 ans, les perchistes sont devenus une nouvelle spécialité syndicale, et les budgets des films allouaient jusqu'à $10 000 pour des équipements sonores avancés. L'innovation improvisée de Wellman a également influencé les productions internationales. Les studios britanniques ont envoyé des délégations à Hollywood en 1930 pour étudier les techniques de perche, ce qui a conduit aux premières versions de la British Sound Directors Association. En 1933, des micro-perches capturent les dialogues de King Kong, 42nd Street et d'innombrables comédies musicales. Des films qui auraient sonné plat sans micro mobile. Aujourd'hui, les perches vont de la fibre de carbone aux alliages télescopiques. Mais chaque opérateur se souvient du manche à balai de Wellman comme l'étincelle qui a déclenché une révolution sonore. Ce moment unique, balai en main, frustration dans la voix, a redéfini la façon dont le cinéma écoutait. Cela montrait que dans la course de Hollywood pour le progrès technologique, parfois l'outil le plus simple pouvait balayer tout un obstacle. You Nasty Spy, la première parodie d'Hitler à Hollywood. Bien avant que Charlie Chaplin n'ose se moquer d'Adolf Hitler, les trois Stooges ont proposé la première satire cinématographique hollywoodienne du régime nazi. Le 27 janvier 1940, Columbia Pictures a sorti You Nasty Spy avec Mo Howard,
Larry Fine et Curly Howard dans le rôle de dictateur maladroit du pays fictif, Moronica, réalisé par Jules, était blanc, avec un budget modeste de $16 000. Le court-métrage a tourné en dérision Hitler, Mussolini et Göring. L'intrigue des Stooges voit Hailstone accéder au pouvoir en intimidant le Parlement avec des maillets et des tartes, promettant du pain et des jeux au peuple. Le dernier gag du film, lorsque Hailstone déclenche accidentellement un lion qui le dévore, a provoqué des éclats de rire dans le public. Bien que les États-Unis ne soient pas encore en guerre avec l'Allemagne, les dirigeants de Columbia ont donné le feu vert au projet, après que le producteur Stooge, Jules White, a fait valoir. Mieux vaut les rire que pleurer plus tard. Dossio. Le court-métrage a été diffusé en tant que film d'ouverture de série B dans plus de 2000 cinémas, recevant des critiques positives pour son audace. En 1941, les Stooges ont sorti une suite, I'll Never Hail Again, avec un budget légèrement plus élevé et des gags plus percutants. À ce moment-là, l'Amérique était entrée dans la Deuxième Guerre mondiale, et la moquerie du duo s'alignait avec la propagande gouvernementale. Alors que le dictateur de Chaplin adopte un ton plus dramatique, les deux courts-métrages des Stooges restent uniques, en tant que premiers films sonores américains à satiriser le Troisième Reich. Des décennies plus tard, les universitaires du cinéma attribuent à You Nasty Spy la démonstration du pouvoir de la comédie à ébranler les tyrans. En 2009, le Musée d'art moderne a restauré les tirages originaux en nitrate, les projetant aux côtés de documentaires sur le Hollywood de la guerre. Le rire audacieux des Stooges résonne encore, rappelant que même en temps périlleux, une tarte à la crème peut être une arme puissante contre l'oppression. La vie recluse de Greta Garbo. Je veux être seule. Dans une industrie construite sur la publicité, la phrase la plus célèbre de Greta Garbo est devenue sa devise. Je veux être seule. Née à Stockholm en 1905, Garbo est arrivée à Hollywood en 1925 et s'est hissée au rang de star avec The Torrent et Flesh and the Devil, gagnant jusqu'à $400 000 par film. Sa voix rauque et sa présence énigmatique ont fait d'Anna Christie, son premier film parlant, un succès instantané. Pourtant, en 1941, à seulement 36 ans, Garbo avait pris sa retraite. MGM lui accorda une résiliation de contrat généreuse. $215 000, plus des résiduels. Elle retourna à New York, vivant dans un modeste appartement de l'Upper East Side, sortant rarement. Les voisins se rappelaient qu'elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et empruntait les escaliers de service pour éviter les photographes. Garbo a refusé les interviews et les appels téléphoniques. Sa seule apparition publique après sa retraite a été lors des Oscars en 1974 pour accepter un Oscar d'honneur, où elle a prononcé 2 mots. Merci. Malgré, ou à cause de, son isolement, le mystère autour de Garbo ne fit que s'approfondir. Les biographes ont retracé des liaisons supposées avec le réalisateur George Schaefer et la romancière Mercedes de Acosta. Mais Garbo n'a jamais confirmé de détails personnels. Elle maintenait une routine quotidienne. Promenade matinale à Central Park, sieste l'après-midi et soirée passées à lire à la lumière tamisée de son appartement. Elle a amassé une collection de livres rares et d'art, bien que peu de gens connaissaient son mécénat culturel, jusqu'à ce que sa succession fasse don de pièces à des musées après sa mort, le 15 avril 1990. Quand Garbo est décédé à l'âge de 84 ans, son testament stipulait aucun enterrement et aucun service commémoratif. Et pourtant, des fleurs ont afflué dans le hall de son immeuble pendant des jours. Dans la mort, comme dans la vie, elle est restée une énigme. Preuve que, dans le vieux Hollywood, le pouvoir ultime des stars résidait dans la disparition de la vue. L'héritage de Greta Garbo perdure dans ses films et dans l'audace d'une icône qui a osé réécrire les règles de la célébrité. La cascade de train de Buster Keaton, proche de la mort. Lorsque Buster Keaton s'est placé devant une locomotive à grande vitesse pour The General, il a fait confiance à son timing et a failli perdre la vie. Né en 1895, Keaton a co-réalisé et joué dans la comédie sur la guerre de sécession de 1926, investissant $400 000 de son propre argent dans ces scènes de bataille épiques. Pour une séquence, une locomotive fonçait vers une maison en bois construite sur les rails près de Goldsboro, Caroline du Nord. Le plan prévoyait que le train passe à travers la structure, tandis que Keaton se cachait à l'intérieur. Le 11 juin 1926, les caméras tournèrent, alors que la locomotive approchait à 25 miles par heure. À la dernière seconde, Keaton plongea dans une entrée, mais la maison s'effondra prématurément, ses débris éclatés tombant. La locomotive l'a manqué de quelques centimètres,
Les membres de l'équipe ont déclaré plus tard qu'ils s'attendaient à un décès. Keaton est ressorti étourdi, mais indemne, retirant la suie de son visage avant de coupant la chute. Son calme sous la pression a fait la une. Le New York Times a publié une série de photos de la maison détruite et de l'expression impassible de Keaton. Malgré la quasi-catastrophe, Keaton refusa d'utiliser une doublure, insistant sur le fait que l'authenticité donnait à la comédie son tranchant. La scène terminée devint l'une des images les plus emblématiques du cinéma muet, étudiée dans les écoles de cinéma pour son mélange de danger et d'humour pince sans rire. Le dévouement de Keaton aux cascades réelles a fait grimper les budgets. Le film The General a coûté 15% de plus que prévu et a influencé les réalisateurs d'action ultérieurs qui ont donné la priorité aux effets pratiques. La carrière de Keaton a décliné avec l'avènement du cinéma parlant, mais The General a perduré. En 1955, la Bibliothèque du Congrès l'a sélectionné pour préservation dans le registre national du film. Les restaurations modernes révèlent chaque clou et écharde de cette maison, vouée à l'échec. Lorsque Keaton est mort, en 1966, à l'âge de 70 ans, il a laissé derrière lui une œuvre où le rire et le danger dansaient main dans la main. Sa cascade près de la mort sur un train reste un témoignage d'un interprète intrépide qui a transformé le risque mortel en un art cinématographique intemporel.